Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Vers un renforcement de la sécurité dans notre pays avec la signature de 2 protocoles d'entente entre le Mali et les États-Unis, des militaires maliens seront formés aux États-Unis pour venir renforcer la sécurité au Mali. Célébration de la journée africaine des frontières par le Mali et le Burkina Faso, c'était dans la commune de Djibasso, Burkina Faso, une cérémonie marquée par l'échange de protocoles d'accord cadre entre Bamako et Ouagadougou. 370 millions de francs CFA pour le financement de la piste Cléla-Kouro Barrage. Le ministre de la Décentralisation et de la Réforme de l'État vient de lancer les travaux. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous, le développement dans un court instant. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi matin au Palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres, avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambili. Bonsoir Ibrahima Djambili. Bonsoir Khadijatou Kone, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives. Au titre du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population, sur le rapport du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi d'orientation pour l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire désigne l'ensemble des décisions, actions et interventions politiques et techniques volontaires et concertées qui visent à assurer une répartition adéquate de la population, des activités économiques et des équipements et infrastructures en vue d'un développement équilibré tout en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques à leur établissement. L'évaluation du cadre juridique institutionnel de l'aménagement du territoire fait ressortir une pluralité d'approches, de schémas et autres outils de planification et d'acteurs intervenant sur les mêmes territoires sans cohérence ni harmonie. L'adoption du présent projet de loi qui vise à corriger ces faiblesses institue un cadre juridique et institutionnel à travers lequel les rôles et responsabilités de l'ensemble des acteurs du secteur de l'aménagement du territoire sont définis. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la politique nationale d'aménagement du territoire. Le projet de loi d'orientation pour l'aménagement du territoire fixe notamment les objectifs, les principes directeurs et les choix stratégiques de la politique nationale d'aménagement du territoire, les outils techniques et les instruments juridiques, financiers et de partenariat de l'aménagement du territoire. Il institue un Conseil national d'aménagement du territoire chargé de donner des avis et de formuler des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'économie et des Finances et sur le rapport du ministre de l'économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché 0684 DGMP DSP 2015 relatif aux travaux d'achèvement du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Le marché, objet du présent avenant, avait été conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Sino Hydro Corporation pour un délai d'exécution de 12 mois et un montant de 18 milliards 263 231 000 francs CFA hors taxes, soit 36 562 462 dollars US. Après un retard d'environ 3 ans dû aux événements de mars 2012, la reprise des travaux nécessite le remplacement des équipements et matériels détériorés et la réalisation des travaux d'amélioration complémentaires.
Le présent avenant est adopté dans ce cadre. Il est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Sino Hydro Corporation pour un délai d'exécution de 5 mois et un montant de 3 milliards 918 millions 35 719 francs CFA hors taxes et droits de douane, soit 6 millions 694 636 dollars US. L'incidence financière de cet avenant représente 21,45% du montant du marché initial et sera prise en charge par le Fonds Cohésion, la Banque islamique de développement, le Fonds OPEP et le budget national. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sur le rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la carte nationale hospitalière. La carte nationale hospitalière est fixée par le décret numéro 06 571 PRM du 29 décembre 2006, prise en application des dispositions pertinentes de la loi numéro 2 050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière. L'évaluation de la mise en œuvre de la carte nationale hospitalière a révélé des insuffisances qui nécessitent sa révision pour tenir compte de l'évolution de paramètres en la matière, dont l'estimation des besoins de la population à partir des données démographiques, les données des progrès des techniques médicales, l'analyse quantitative et qualitative de l'offre actuelle des soins, les contraintes économiques du contexte général des hôpitaux. Le projet de décret fixant la carte nationale hospitalière est adopté dans ce cadre. Il abroge et remplace le décret du 29 décembre 2006 et apporte les innovations suivantes à la carte hospitalière. L'organisation du secteur privé à but lucratif, le détail des soins et des prestations par service, les effectifs en ressources humaines par spécialité, la surface utile des salles conformément aux exigences techniques, la réactualisation de la liste des équipements autorisés. Il est conforme aux objectifs de la politique nationale de santé et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal de développement sanitaire et social 2014-2023. L'adoption du projet de décret fixant la carte nationale hospitalière permettra de déterminer les exigences de base dans les domaines des soins et prestations, des ressources humaines, des équipements, des infrastructures, des installations, de la logistique et des types d'organisation dans les établissements hospitaliers. Elle permettra également aux établissements hospitaliers de mener à bien leur mission des services publics hospitaliers. Au titre du ministère du Travail et de la fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Recherche scientifique. Les directions des finances et du matériel des départements ministériels ont pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. L'adoption du présent projet de décret vise à rendre fonctionnel le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Recherche scientifique. Il fixe l'effectif du personnel de la direction à 54 agents pour les 2 ans. Pour les 2 premières années, 55 pour la 3e année, 56 pour la 4e année et 57 agents pour la 5e année. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, secrétaire permanent à la haute autorité de la communication, M. Gaoussou Koulibaly, administrateur civil. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants chargés des missions, M. Mouri Moussa Kamisoko, juriste. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances chargé des missions, M. Brema Amadou Aïdara, auditeur interne, M. Barima Bokoum, macro-économiste. Directeur général des marchés publics et des délégations des services publics, M. Boubacar Ben Bouye, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Agriculture, conseiller technique, M. Draman Sanogo, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Directeur général de l'office RIMOPTI, M. Lassine Dambélé, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère de la promotion de l'investissement et du secteur privé chargé des missions, M. Ibrahim Touré, gestionnaire. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, président, directeur général de la pharmacie populaire du Mali, M. Moussa Sanogo, pharmacien, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, Mme Oumou Soumana Maïga, médecin, directeur général de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, colonel-major Karim Kamara.
Voilà, Khalidja Toukone, c'est qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Ibrahima Djambeli. La suite de ce journal, et je le disais dans les titres, le Mali et les États-Unis viennent de signer 2 protocoles d'entente et c'est pour le renforcement de la sécurité dans notre pays. Des militaires maliens seront formés dans les grandes écoles aux États-Unis et viendront renforcer la sécurité au Mali. Ils seront équipés de matériel de la dernière génération. On en sait plus avec Mariam Sagara. Les Maliens pourront désormais circuler librement et sereinement sur le territoire du nord au sud et de l'est en ouest. En effet, des équipes d'intervention rapide et immédiate dotées de la dernière technologie pour la sécurité et les renseignements verront bientôt le jour dans le dispositif de la gendarmerie nationale grâce au gouvernement américain. La signature de ces 2 protocoles marque sans nul doute un nouveau jalon dans le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Mali. Dans le cadre de cette initiative et des échanges en cours, l'ambassade américaine travaillera avec le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, le PIGN, pour améliorer la sécurité des personnes, y compris les étrangers au Mali, et renforcer les relations bilatérales entre les 2 nations. La mise en œuvre de cette lettre d'entente permettra de fournir à notre pays l'assistance en matière de formation, mais également un don de matériel, mais aussi d'effectuer une liaison permanente avec les services d'intervention de crise du gouvernement du Mali, à un moment où notre pays est plus que jamais résolu à apporter une réponse efficace et robuste à la menace terroriste. Sa signature permettra la mise en place d'une équipe robuste de 3 équipes repartis en 24 agents tactiques, à peu près pour un total de près de 72 personnes, avec une capacité de soutien logistique allant de 2 jusqu'à 5 ans pour répondre à un besoin évident de renforcement de nos capacités de réaction face aux crises. Cet appui américain tant souhaité par les Maliens vient en un moment où la protection des citoyens contre le terrorisme devient primordiale. Le médiateur de la République était face à la presse ce matin pour dévoiler le contenu de son rapport annuel 2015. Baba Akibaïdara a fait le point des réclamations reçues et des secteurs concernés. Le conférencier a surtout insisté sur la nécessité de développer l'esprit de service public pour redorer les relations entre l'administration et les usagers. Une conférence suivie par Brahma Traoré. Pour une large diffusion du contenu de son rapport annuel 2015, le médiateur de la République s'appuie sur le 4e pouvoir. Devant une trentaine de journalistes, Baba Akibaïdara précise le sens de cette démarche. Le but, c'est de mettre des informations les plus larges possibles à votre disposition afin de vous permettre vous-même de faire le relais nécessaire dans la presse pour informer l'opinion. Le rapport 2015 fait ressortir 228 réclamations reçues au niveau de la structure. Les domaines concernés sont le foncier, la justice et la protection sociale. Une autre question essentielle est traitée dans le document, celle de restaurer la confiance entre l'administration et les usagers. En la matière, la loi adoptée en 1998 est très claire. Lorsqu'un citoyen, un usager du service public, écrit à l'administration pour poser un problème, l'administration est tenue par la loi de lui répondre par écrit dans un délai de 30 jours. Or, ceci ne se passe pas correctement. Pour inverser la tendance, il faut développer l'esprit des services publics, soutient le conférencier et de préciser. Quelle que soit la nature de la demande, ne négligeons pas. Répondons. Quel que soit l'auteur de la demande, ne nous posons pas de questions, c'est un tel, non, c'est un citoyen. Le service public considère le citoyen avec ses droits, ses libertés, mais aussi ses devoirs. Et il y a une obligation de l'État vis-à-vis de cela. Le médiateur de la République est une autorité indépendante. Son credo, recours pour les citoyens et conseil pour l'administration. Il
faut que l'administration revienne et que la sécurité soit maintenue dans le nord du Mali. C'est ce qui ressort des rencontres avec les populations locales, mais aussi celles qui séjournent actuellement dans les camps de réfugiés. Abdou Zeidi Ousmane Maïga, président de l'association des chefs traditionnels et coutumiers du cercle de Gao, et aussi commissaire à la CBJR, qui parle ce soir au nom de la société civile de Gao, pense que le chemin parcouru depuis la signature de l'accord donne de l'espoir. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'on a vécu au nord depuis cet accord donne de l'espoir à l'ensemble des populations du nord, qu'ils soient dans les villes, qu'ils soient dans les villages, les fractions et dans les hameaux. Leur espoir se résume en deux mots. La paix est revenue. Pour eux, il faudrait que l'administration revienne. Il faut que les autorités également maliennes fassent en sorte que la sécurité soit maintenue et soit surveillée par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui sur certains axes au niveau des grandes villes du nord. Et entre les foires, n'est-ce pas, des villes, des villages et des fractions qui sont restés. J'ai aussi eu cette chance de parcourir certains camps de réfugiés au Burkina Faso et au Niger tout récemment. Et toutes les populations maliennes qui se trouvent dans ces camps sont pressées, disons, et disent à haute voix qu'ils veulent rentrer parce que bien qu'ils sont bien entretenus, bien accueillis par les HCR, par les pays voisins comme le Niger et le Burkina, et ils voudraient rentrer chez eux parce qu'on est mieux que chez eux. Seulement, ils ont des inquiétudes par rapport à l'insécurité résiduelle. Ils ont des inquiétudes parce que s'ils rentrent, il faut qu'ils trouvent un minimum de confort dans leur vie quotidienne pour qu'ils puissent au moins vivre en harmonie avec ceux qu'ils ont laissés et que ceux qu'ils ont laissés les reçoivent également à bras ouverts, en frères, en sœurs et en toute fraternité. Et dans ces missions, en ma qualité de commissaire, j'ai pu savoir, recueillir leur impression sur deux choses. Que notre gouvernement fasse tout pour que l'autorité revienne sur le terrain. Que notre gouvernement fasse tout pour qu'eux, ils reviennent très rapidement et qu'ils veulent être sécurisés. Ça, c'est des mots forts qu'ils nous ont confiés et pour lesquels je pense que nos autorités à tous les niveaux doivent s'impliquer. Également annoncé dans les titres, le ministre de la Décentralisation et de la Réforme de l'État vient de lancer les travaux de la piste Cléla-Koro Barrage dans le cercle de Sikasso. La réalisation de cette piste va coûter plus de 370 millions de francs CFA. Compte rendu Sékou Konaté. Par ce coup de lame, la région de Sikasso entre dans la phase active de l'exécution du contrat Plan État-Région dans sa première composante, à savoir la réalisation de la piste Cléla-Koro Barrage, longue de 28 km. Ce projet prouve à suffisance le rôle déterminant que peuvent et doivent jouer les collectivités territoriales dans le développement économique régional. Cet investissement coûtera plus de 370 millions et comprendra des travaux de terrassement, des ouvrages d'art et des ouvrages d'assainissement. Cet appui au développement régional est un élément important de la politique nationale d'appui aux collectivités territoriales. Une route, c'est le développement. On ne peut pas la construire sans une volonté des hommes de se relier les uns aux autres. Deux entreprises nationales ont la charge de l'exécution de ce projet. En marge du lancement, le ministre Aguerlaf est allé voir le second volet du projet de contrat plan, à savoir les 1500 hectares de la plaine rizicole de Cléla. Malheureusement, les ouvrages pour permettre la mise en eau de tous les bassins sont dans un état défectueux, les canaux notamment.
Et je pense que la plaine doit être valorisée, en rapport avec le ministre en charge du domaine, et en rapport avec le président du conseil régional de Sikasso. Nous verrons ce qu'il y a lieu de faire pour conforter ce début de travaux. Les travaux de la piste prendront fin dans 120 jours et ceux de la plaine sont vivement attendus par les populations. Le Mali et le Burkina Faso ont célébré cette année la journée africaine des frontières dans la commune de Djibasso, province de Gossy, au Burkina Faso. La délégation malienne, conduite par le ministre des Maliens de l'extérieur, a été reçue par le ministre délégué chargé de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. La cérémonie a été marquée par plusieurs activités, dont l'échange de protocoles d'accord cadre entre le Mali et le Burkina. Les précisions avec Candicila. C'est le centre de santé transfrontalier de Ouarokui-Ouagnan, symbole de la coopération transfrontalière Mali-Burkina, qui abrite ce 7 juin la cérémonie commémorative de la Journée africaine des frontières. Une journée célébrée sous le thème Coopération transfrontalière, vecteur d'intégration et de développement socio-économique et culturel des communautés frontalières. Avec l'appui technique et financier de la coopération allemande, le centre de santé transfrontalier Ouarokui-Ouagnan fait la fierté des deux pays et constitue de nos jours un cas d'école en Afrique. Aujourd'hui, les exemples des États burkinabés et maliens sont cités en Afrique comme un des meilleurs cas, des meilleures pratiques en matière de coopération transfrontalière. Cette coopération transfrontalière exemplaire Mali-Burkina a été matérialisée par l'échange entre les deux délégations du protocole d'accord cadre liant les deux pays. Cela en présence des délégations de 8 pays de la sous-région ainsi que de la délégation de l'Union africaine. Le cadre offre un ensemble d'instruments aux différentes collectivités territoriales de pouvoir travailler en commun, de pouvoir élaborer des projets communs, de pouvoir solliciter des fonds pour pouvoir réaliser vraiment tout ce qui concourt au bonheur des populations frontalières. Les autres activités de cette journée ont été la remise des matériels de bureau aux membres du groupement local de coopération transfrontalière dont le siège est à Benena au Mali. À présent, le contenu de ces deux communiqués. Dans le cadre de l'établissement du passeport pour les pèlerins, le ministre des Affaires religieuses et du culte informe la communauté musulmane et les organisateurs du pèlerinage de l'installation d'une équipe d'enrôlement du RAVEC au guichet unique de la maison du Hajj. Par la même occasion, le ministre remercie ses collègues pour leur accompagnement. Aussi, le ministre de l'administration territoriale a l'honneur d'inviter les candidats à l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Baraouli, scrutin du 17 juillet 2016, à communiquer les noms de leurs mandataires, titulaires et suppléants au niveau national et local. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Les cotonculteurs de Banamba et de la commune des 7 villages de Touba veulent produire cette année 4000 tonnes de coton graines et s'aimer 5000 hectares de terres cultivables. En tournée dans la zone, le PDG de la CMDT, Modibo Kone, accompagné d'une forte délégation, est venu encourager ces paysans qui font désormais partie de la filiale centre FANA. Envoyés spéciaux, Laura Sidiki Diara et Idrissa Traoré. Les populations du cercle de Banamba se mobilisent autour de leur plan pour atteindre les 800 000 tonnes de coton-graines que le Mali s'est fixé. La CMDT a élargi le champ d'action de la filiale centre jusqu'à Banamba. C'est pourquoi les cotonculteurs de Banamba et de la commune des 7 villages de Touba sont sortis nombreux pour saluer cette initiative des autorités maliennes. Cette zone a connu un développement cotonnier dans le temps, il y a bientôt 30 ans. Et aujourd'hui, avec la croissance économique insufflé par le président de la République, les hommes et les femmes de Banamba ont décidé de revenir à la cotonculture. Et nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser encore davantage l'ensemble des populations de Banamba et de Touba afin que cette première campagne que nous considérons comme étant une campagne pilote puisse être une réussite. Les cotonculteurs de Banamba doivent produire 4000 tonnes sur les 155 000 prévus pour la filiale centre. Pour ce faire, 5000 hectares seront emblavés par les paysans. 4000 tonnes, ce n'est pas petit, c'est un début. Ils étaient dans la culture du coton, ils sont sortis à 25 ans. Et maintenant, quand ils veulent le reprendre, on va petit à petit et sûrement.
Étant sur un terrain connu, le président de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali a prodigué de sages conseils aux nouveaux cotonculteurs. Pour 1 hectare, il faut 125 lignes et 52 500 pieds sur 1 hectare. Et si tu as ça seulement, avec 4 captures de chaque plante, tu as à peu près 1 tonne et poussière. La mécanisation de l'agriculture est une préoccupation des paysans de Touba, mais en attendant cela, les cotonculteurs de la filiale centre vont en renseigner pour entamer la nouvelle campagne saisonnière de l'or blanc, pourvu qu'il pleuve. Parlons également de cette rencontre internationale sur les écosystèmes des zones humides induits par la pulsation de crues et les méthodes pour caractériser leurs exigences de régime hydrique. Au cours de cette rencontre, le fleuve Niger sera au cœur des échanges. Compte rendu, Isaac Tchenou. Le fleuve Niger est source de vie. 95% du produit intérieur brut du Mali provient du delta intérieur du Niger. C'est l'avenir de ce fleuve Niger qui est au cœur d'un atelier de réflexion. Plusieurs thèmes seront abordés, à savoir la gestion durable et équitable des ressources naturelles, problématiques et contraintes, la présentation du système d'observation hydraulique dans le delta et la variabilité pluviométrique et pression actuelle sur les zones humides. Wetland International est heureux d'organiser cette réflexion complexe, mais indispensable pour la détermination des débits environnementaux pour le Niger supérieur et pour le delta intérieur du Niger, dans un contexte de gestion intégrée des ressources en eau. Beaucoup encore reste à faire en termes d'approfondissement des connaissances sur la ressource en eau de notre nourricier fleuve Niger qui se déploie pour satisfaire les divers besoins auxquels il est soumis dans un contexte général de diminution de la pluviométrie due aux effets du changement climatique. À en croire les différents intervenants, le chantier est immense, mais sa réalisation reste possible. Pour ce faire, une synergie entre acteurs est nécessaire. Les effets du dérèglement climatique conjugués à l'augmentation croissante des besoins humains liés à des usages de plus en plus intensifs montrent l'importance et surtout la fragilité de la ressource en eau. Dès lors, se pose le problème majeur de la préservation et de la restauration des cours d'eau. Depuis une vingtaine d'années, des programmes de recherche importants ont été consacrés aux différents aspects de la gestion des ressources du fleuve Niger et en particulier son delta intérieur. Ouverture de la 22e session du comité de programme de l'Institut d'économie rurale hier. L'instance procède à l'examen de 86 documents, dont 66 rapports et 20 propositions de recherche. La session regroupe bien évidemment chercheurs et partenaires de la recherche. Le point avec Moïse Traoré. La 22e session du comité de programme de l'Institut d'économie rurale, IER, est une instance de proposition et d'évaluation de projets et de rapports. 86 documents, dont 66 rapports et 20 propositions de recherche sont en examen pendant 5 jours. La transformation de l'agriculture malienne à travers la mise en place des agropoles, de même que la mise en œuvre des programmes de nouveaux villages agricoles, ainsi que les programmes structurants sur les filières lait, viande, le développement de la pisciculture, la gestion de l'environnement et l'employabilité des jeunes à travers l'incubation dans les domaines agricoles resteront plus que jamais des orientations fortes pour les programmes de recherche. Près de 200 chercheurs et des représentants d'institutions partenaires prennent part aux travaux. Il s'agira notamment de mettre au point des technologies innovantes et appropriées, de produire des semences de pré-base et de base de qualité répondant aux besoins du secteur sémencier national, de mettre au point des équipements agricoles appropriés pour la petite mécanisation agricole et d'assurer les services d'appui conseil. Les différents programmes se heurtent au phénomène de vieillissement du personnel de l'IER qui souhaite d'importants recrutements et un renforcement de capacités. Nous restons avec Moïse Traoré pour parler également de cette présentation de la charte du Front populaire, prônant des valeurs telles la refondation de l'école républicaine et l'indépendance de la justice. Le futur Front se donne comme objectif d'œuvrer activement à la promotion du patriotisme et à la création d'un cadre d'action politique concerté.
Le Front populaire, pôle de la gauche patriotique, républicaine, démocratique, sociale, progressiste et panafricaine, veut œuvrer à la promotion du patriotisme. Les 7 partis et 13 associations membres de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, ADPS 2012, entendent harmoniser les positions des formations politiques face aux défis sous-régionaux, africains et mondiaux. Pour nous, la gauche est un ensemble de valeurs et de principes, notamment le principe d'égalité des chances pour tous, le principe de laïcité de l'État, le principe d'émancipation de la femme, le principe de promotion de la jeunesse et évidemment l'état de droit. Il y a un travail de vulgarisation à faire, un travail de mobilisation pour que la présence effective de ce Front populaire sur le terrain se traduise par un changement qualitatif au niveau de la gouvernance du Mali, avant même que ce Front populaire soit au pouvoir. La charte du Front populaire est un document de 7 pages rappelant le contexte originel de sa création, ses objectifs et son mode de direction par ordre alphabétique des entités membres. Le gouvernement va de report en report de ces fameuses élections communales, régionales, municipales. Dieu sait quand est-ce qu'elles vont se tenir. Dans tous les cas, le Front populaire sera prêt. En attendant de s'ériger en front et se doter d'un président, les initiateurs du Front ont collégialement procédé à la présentation de la charte du futur Front populaire. À Koulikoro, l'Union des forces démocratiques a commémoré le 15e anniversaire de la mort de Maître Demba Diallo, une occasion pour rendre hommage à l'illustre disparu et réitérer ses idéaux à travers des témoignages et une projection de films. La cérémonie a été aussi marquée par l'inauguration du siège de la sous-section UFD de Dumba. Reportage Brahima Koni. Le comité exécutif de l'Union des forces démocratiques UFD accomplit un devoir de mémoire, celui de la commémoration du 15e anniversaire de la mort du père fondateur de l'UFD, Maître Demba Diallo. Demba visait une union, et une union sacrée. Nous sommes dans ce besoin d'union sacrée aujourd'hui. Nous devons nous donner la main pour sauver le Mali, comme l'a voulu Kibli Demba Diallo. Le comité exécutif de l'Union des forces démocratiques a décidé d'inscrire cet événement sous le signe de la reconnaissance à l'endroit d'un homme qui a rempli son contrat. Je cite Maître Demba Diallo. Aussi, rester fidèle à ses idéaux, à savoir contribuer à la cohésion sociale pour un Mali de paix, uni et indivisible. Quelques faits marquant cette cérémonie ont été entre autres la lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, des invocations pour la paix et la stabilité du Mali, des hommages aux martyrs, des témoignages et une projection sur la vie politique de Maître Demba Diallo, celui-là même qui, pour son dynamisme, sa vivacité a mené la révolution démocratique, aimait être appelé Sagoloba. Le parti que Sagoloba a laissé derrière lui est réputé pour ses actions de développement. L'UFD, à travers son président, a salué les grands chantiers entrepris par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette cérémonie a été mise à profit pour inaugurer le siège de la sous-section UFD de Dumba. L'Agence pour la promotion de l'emploi APEJ et ses partenaires viennent de remettre des kits et des fonds de démarrage à des jeunes de Kita. L'activité s'inscrit dans le cadre du programme pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes non scolarisés ou déscolarisés. Envoyé spéciaux à Kita, Abdoulaye Diarra et Soronaka Misoko. Ils sont au total 62 jeunes à bénéficier de cet appui de la Banque mondiale à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi APEJ et le Fonds auto-renouvelable phare. Chacun des bénéficiaires a reçu un chèque de 300 000 francs CFA non remboursables. Ils ont également reçu des équipements de production. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROCEJ. L'objectif, c'est offrir des opportunités d'emploi à travers l'acquisition des qualifications professionnelles, mais aussi la promotion de l'entrepreneuriat et l'appui aux PME-PMI, aux jeunes maliens. C'est un appel à candidature et puis nous passons par la sélection, la formation des jeunes. Le projet qui a une durée de 5 ans et qui couvre l'ensemble du pays est entièrement financé par la Banque mondiale. Nous appuyons actuellement le Mali sur beaucoup de secteurs, en particulier le secteur de la formation, de l'éducation et surtout de la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Et dans le cadre particulier
des créations d'opportunités d'emploi et de formation en faveur des jeunes. Nous apportons un appui au gouvernement. Il est d'un montant d'environ 31 milliards de francs CFA. Cet appui à l'endroit des jeunes de Kita est estimé à une vingtaine de millions de francs CFA. Il permettra aux bénéficiaires de démarrer une activité économique sur la base d'un plan d'affaires qu'ils ont eux-mêmes choisi et élaboré. Depuis le lundi dernier, premier jour du mois de Ramadan, la circulation alternée est appliquée sur certains axes de la capitale. Ces mesures prises par les autorités de Bamako visent à rendre la circulation fluide afin de permettre à la population de rentrer à la maison pour la rupture du jeûne. On en parle avec Abdelkarim Kaba. Fini les embouteillages, les longues files d'attente et les tracasseries sur les axes choisis par les autorités de la cité des Trois Caïmans. Les usagers sont même surpris de voir la circulation fluide en ce moment de la journée. J'ai vu la route de la Fiabougou est toujours surchargée. Mais ce soir-là, je vois que c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Je rentre à 18h09. J'ai attendu ça. Je me suis dit que je trouverais que la route est fluide et là, ça va. Ce sont trois principaux axes qui sont concernés par ces mesures de circulation alternée, en sens unique. L'avenue Cheikh Zayed, le monument Hippopotame et celui de l'éléphant. Du carrefour de l'hôpital Gabriel Touré au carrefour Sodouf à Bulkasumbougou. Cap sur la rive droite. L'axe en question est le carrefour de l'échangeur au quartier Mali, au carrefour du marché de Trokrobougou et l'avenue Martin Luther King. Depuis hier à aujourd'hui, nous avons constaté que les gens rentrent à temps à la maison. La population a déjà adhéré et c'est la bienvenue. Nous pensons que eux aussi doivent comprendre que nous sommes là pour leur bien-être, pour qu'ils puissent rentrer vite à la maison et à temps pour couper leurs gens. Ces mesures sont bien appréciées par les usagers. On peut dire que ces mesures ont déjà donné une suite, on peut bien le dire. C'est excellent, excellent comme idée. Je rentre chez moi tranquillement, donc il n'y a pas trop d'engouement sur la route. C'est une bonne chose parce que ça nous permet de circuler librement, il y aura moins d'accidents sur la route. D'autres pensent même au prolongement de ces mesures après le mois de Ramadan. Et il faut y œuvrer, même après le mois de carême, il faut s'y mettre encore. Avec ces nouvelles mesures, pour rendre fluide la circulation en ce mois de Ramadan, la population bamakoise s'estime soulagée. Et pour cela, les agents de la circulation se déploient par tous les moyens pour désengorger les voies. Contrairement aux années précédentes, les marchés de Gao sont bien approvisionnés en début de mois de Ramadan. Les prix des produits de première nécessité n'ont pas connu de flambée, constat fait par le gouverneur de la région qui a visité marchés et magasins de stock. De Gao, le reportage de Trissa Kone. Les nouvelles étaient déjà bonnes à la veille du Ramadan quant au prix des denrées de première nécessité. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, il a fallu au gouverneur de faire un tour au marché pour comprendre que le stock était non seulement disponible, mais que les prix étaient aussi abordables. Le marché est très bien approvisionné, les prix sont vraiment abordables. On a les meilleurs prix aujourd'hui de la République du Mali. Le riz coûte 17 500 le sac à 17 000. Le sucre 20 000 francs, la farine 10 000 francs. Les cartons d'huile qui fait 20 litres, ça fait 10 000 francs. Toutes les pâtes alimentaires confondues font 4 000 francs les cartons pour 10 kilos. C'est vraiment raisonnable. On trouve à peu près 2000 tonnes de riz, plus de 1000 tonnes de sucre, plus de 20 000 litres d'huile alimentaire. Après plusieurs réunions du comité de veille des prix, il a été convenu de maintenir cette stabilité jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Autre innovation cette année, des lieux de vente ont été ouverts dans les quartiers afin d'approcher les produits aux consommateurs quand on sait que la chaleur avoisine les 40 degrés à Gao en cette période. Je suis sûr que l'instruction donnée va être respectée parce qu'il s'agit cette fois-ci d'aller faire un constat. Mais nous veillerons notamment avec les forces de sécurité et en collaboration avec le bureau de la Chambre de commerce sur l'équilibre des prix. En plus de ces produits importés, les légumes et agrumes en provenance de Sikasso sont bien disponibles. Suite des activités de la deuxième édition de la Semaine nationale du lait local, après la commune de Kéléa, Bankumana et Makakongo ont célébré cette journée. L'activité vise à valoriser le lait local dans toute sa dimension. Envoyés spéciaux Al-Jumatina et Abdraman Doka Traoré. Après la commune rurale de Kéléa, les acteurs de la filière lait se sont rendus dans d'autres bassins laitiers de Bamako. Il s'agit de Marka Congo et de Bankumana. Dans ces localités,
La population acquise à la cause de la Semaine nationale du lait local a été largement édifiée sur la démarche de la FENALAIT et Cap Demesso. Célébrer le lait, c'est une très bonne chose. Non seulement les gens sauront ce que ça veut dire le lait, à quoi ça sert. Le lait est un aliment complet. Notre objectif, c'est quoi en matière de lait? C'est d'atteindre le maximum de population et d'informer le maximum de population par rapport à l'utilisation, au développement de la filière lait au Mali. L'idée de la Semaine nationale du lait local se veut un espace de dialogue entre les acteurs en vue de créer une forte interprofession. Par rapport à la politique de valorisation du lait, le gouvernement a entrepris beaucoup d'actions, notamment la création et l'équipement des centres de collecte. Cette semaine, j'en suis sûr et certain, ne fera que renforcer ces actions. La première satisfaction pour moi, ça c'est l'adhésion de l'autorité locale. Donc d'année en année, on sent que le partenaire qui est la FENALAIT est en train vraiment de prendre cette activité à bras le corps. Célébrer le lait local pendant une semaine démontre à suffisance la place qu'occupe le lait dans notre alimentation. Dans le cadre de la célébration de la 10e édition de la Journée mondiale du tourisme responsable et durable, le réseau malien pour le tourisme responsable et durable, en partenariat avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, a organisé une journée de visite et d'échange dans la ferme agropastorale du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, à Dialakoroba. Le thème retenu pour cette édition est tourisme solidaire et développement local, un levier pour une paix durable. Le commentaire de Mamari Koni. À l'instar des autres pays membres de la coalition internationale pour un tourisme responsable et durable, le Mali, à travers le REMATOUR, réseau malien pour le tourisme responsable et durable, a organisé cette journée de visite et d'échange dans la ferme agro-pastorale de Bakary Togola. Située à Dialakoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako, cette ferme est un exemple de réussite. Cet espace d'une superficie de 250 hectares, dont 100 hectares de forêt classée, constitue aujourd'hui un lieu de tourisme. Cette sortie ludique et éducative a permis de faire des échanges sur la paix et la préservation de l'environnement. Le Mali n'est pas pauvre. Il suffit seulement qu'on se mette ensemble et travaille. J'ai écouté tout le monde. Tout ce qu'ils ont passé comme message, j'ai compris. Et je pense que dans l'ensemble, on peut être reçu. La paix, c'est la nourriture d'abord. Donc il faut que les agriculteurs se mettent au travail. Pour le président du réseau, Moutier Dara, le choix de la ferme de Bakary Togola n'est pas fortuit. En effet, cette ferme constituera dans les jours à venir un lieu touristique très célèbre à cause des différentes réalisations. Le représentant du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dira que le tourisme malien a été fortement touché par la crise politico-sécuritaire de 2012. Et dès lors, le ministère s'est mis à réfléchir pour avoir une autre orientation. C'est pourquoi dira Birama Diakon, le développement du tourisme interne est au cœur des préoccupations. Il a ensuite indiqué que cette excursion permettra aux étudiants d'avoir des vocations sur le tourisme. Les participants ont eu droit à des sketchs de sensibilisation sur le tourisme responsable et durable. Tenue de la 8e Assemblée générale annuelle de KSC de CAI, les responsables et les sociétaires de la Caisse ont examiné entre autres bilan de l'exercice 2015, exercice au cours duquel la KSC CAI a octroyé une centaine de crédits pour plus de 150 millions de francs CFA. Kabadjara. Le réseau des KSC du Mali constitue à ce jour une composante essentielle du système financier décentralisé du Mali. Avec ses 28 points de service répartis sur les régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro, Mopti, Kaye et le district de Bamako. De 2007 à nos jours, la KSC a injecté dans l'économie locale 1639 crédits pour la somme totale de 3,869 milliards de francs CFA. Pour la seule année de 2015, elle a distribué 98 crédits pour la somme totale de 257,595 millions de francs CFA. Au 31 décembre 2015, l'actif total de la KSC de CAI a diminué de 8,60% entre 2014 et 2015, en passant de francs CFA 442 millions à 400 en francs CFA 404 millions. Au cours de l'exercice 2015, les appuis de la cellule de promotion et d'appui au SFD ont été perceptibles par l'intensification de sa collaboration avec l'association professionnelle des SFD. Les dossiers saillants ont été
le projet du Fonds national pour la microfinance, la recherche des lignes de crédit bilatérales et multilatérales. Cette mission est l'une des priorités des plus hautes autorités de notre pays qui ont fait de la microfinance un instrument incontournable de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. En dépit de ces efforts fortement appréciables, nous exhortons le réseau des KSC du Mali à persévérer davantage et à étendre sa couverture sur les autres cercles de la région. Cette 8e Assemblée générale a permis au Conseil de prendre d'importantes décisions de gestion et d'administration visant la bonne marche rigoureuse et sécuritaire de la caisse. Sport football, vous le savez certainement, Stéphane Keshi s'est éteint ce matin à l'âge de 54 ans. Ex-défenseur des Super Eagles du Nigeria, il avait dirigé les équipes du Mali, du Togo et celle du Nigeria qui a conduit à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations 2013. Ousmane Dao revient sur la carrière du boss. Pour la planète football, il restera ce défenseur athlétique de la grande équipe nationale du Nigeria. Cependant, au Mali, le public sportif retient 3 choses de Stéphane Keshi. Tout d'abord, comme joueur, la demi-finale de la Coupe UEFA 1984 gagnée à Bamako face au stade malien avec un coup franc de 35 mètres marqué par le jeune défenseur de New Banks. Ce jour-là, le nom Keshi est resté dans la tête des supporters. La deuxième retrouvaille avec le peuple malien se fait 19 ans plus tard. Cette fois-ci, l'ancien capitaine des Super Eagles est à la tête des éperviers du Togo comme sélectionneur. Avec le petit poussé, il s'offre le scalp de l'aigle malien au stade du 26 mars, une défaite qui va encore laisser des traces comme son premier passage. On était en mars 2005. 3 ans plus tard, Stéphane Keshi à Bamako, mais pas comme adversaire cette fois-ci. Plutôt, il est le sélectionneur des Aigles du Mali avec comme mission qualifier le Mali à la CAN en Angola. Il va accomplir cette mission, mais à la phase finale, le Mali est éliminé au premier tour, un flop pour Stéphane Keshi, qui était pourtant parvenu à remonter les 4 buts en match d'ouverture contre l'Angola, une première en phase finale des CAN. Son histoire avec notre pays s'achève ainsi sur un goût d'inachevé, comme lui-même l'a dit avant de quitter le Mali. Surnommé le boss, Stéphane Keshi a traîné ce surnom un peu partout sur le continent comme joueur ou comme sélectionneur. Né au Nigeria, Keshi a joué au pays à New Banks, en Côte d'Ivoire, Stade d'Abidjan et Africa Sport, avant de s'expatrier en Belgique où il passera la majeure partie de sa carrière de joueur à Lokeren et à Anderlecht. Après, il joue à Strasbourg en France, aux États-Unis et en Malaisie où il prend sa retraite. Après plus de 20 ans sur le terrain, il va décider d'être entraîneur. Son fait d'arme le plus retentissant est la qualification du Togo à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, au détriment du Mali, du Sénégal et de la Zambie. Mais avant la phase finale, il sera débarqué par les autorités togolaises. On n'est pas souvent prophète chez soi, mais tel n'a pas été le cas pour Stéphane Keshi. Nommé sélectionneur du Nigeria, il va gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 après le dernier sacre des Super Eagles en 1994 dont il était le capitaine. Stéphane Keshi quitte la scène après avoir fait rêver beaucoup d'Africains. Celui qui appelait tout le monde le Big Boss s'en est allé définitivement chez le boss à tout le monde. Dors en paix, coach. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 10h et 13h demain, Rachel Tessougui. Et moi, je serai là pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, surtout en ce mois béni de Ramadan. Bonsoir à tous.